ça va pas être ultra bien centré, mais... Ouais, c'est exactement ça. Après, les techniciens ont mis exactement pour que la prise d'image soit bonne, donc on les laisse, j'y pense. En gros, ils les ont... Il faut que le modérateur le soit. Ouais, mais ça a été fait justement en gros, sinon la prise d'image, ils ont pas tous les panélistes en face. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux faire un truc comme ça, on enlève juste un siège. Voilà, t'as tout compris. C'est pas JB qui s'occupe de ça normalement? En fait, faut prendre tes petites jambes et puis il faut descendre. En fait, c'est une blague. Je savais pas que je faisais de la vidéo aujourd'hui. Il n'y a aucun mec de la vidéo qui descend ou ça se passe comment? Bah au moins qui drive par Toki. Tu vois, c'est ce que j'essaie de faire. En fait c'est JB hein. J'ai pas compris, tu peux répéter? Décaler les tables aussi. Ah ouais, ok. Ce qu'il vient de dire. Mais bon, on se rend compte de ça. Non mais 30 secondes avant que ça commence. 9h45, c'est censé commencer à 9h45. Le mec, C'est censé ils ont commencer. une heure. Est-ce que le modérateur sera tourné ou pas? Non, c'est les bras cassés. Mathieu? Et à un moment donné, mais moi je vais aller les voir. Est-ce qu'il y a un modérateur qui sera tourné? Je vais pas prendre de gants. Ouais, écoute, je vais faire comme hier. Non mais c'est lui prendre ces gens-là. Oui. Si tu peux donner la main. Pas mal comme ça. Ça va. C'est été mis pour ce temps-là? Ouais, c'est été hier.
get the water now. In case. Can I give you some water? Merci beaucoup. Oh, no, thank you. No? Okay. Sometimes I need it. Really? Okay, and why? Well, because I live in Spain. Okay. Podemos hablar en español si prefiere. He vivido muchísimos años en países de habla hispánica. Which ones? Paraguay, Argentina, and you stay in Pakistan? What? Yes, I'm very short. Yeah, thank you. Oh yeah, perfect. Perfect. Don't worry. Whatever, or you can sit or whatever. Just Maybe. Please be seated as we are going to start the third plenary. Prenez place, nous allons commencer la troisième plénière. Bonjour, mesdames et messieurs.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour cette deuxième journée de la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes qui a déjà commencé il y a 1h30 pour celles et ceux qui se sont levés tôt et ont assisté aux 2 excellentes tables rondes sur la médiation et la recherche. Je suis ravie de vous accueillir pour cette 3e séance plénière sur les perspectives régionales sur la diplomatie féministe. Et je laisse maintenant la parole au professeur Tony Hastrup, notre modératrice. Thank you. Je vous remercie. Bonjour à tous. En vos grades et qualités, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à cette 3e session plénière perspective régionale sur la FFP. Je m'appelle Tony Hastrup, je suis professeure et détentrice de la chaire de l'Université de Manchester sur les politiques mondiales et cofondatrice du collectif féministe africain sur les politiques avec optique féministe. Nous allons parler du contexte africain, les connaissances liées à la diaspora, les politiques anticolonialistes, etc. Donc, nous avons une vision des diplomaties féministes qui est régionale et nous sommes reconnaissantes d'avoir ces illustres membres du panel aujourd'hui pour participer à une discussion avec perspective régionale. Nous avons Madame Meggy Fino, ministre adjointe au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères d'Albanie. Madame Esmeralda da Silva Mendoza, secrétaire d'État aux Affaires étrangères en Angola, Monsieur Nasser Ahmed Kamal, secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée, Madame Laura Gill, secrétaire générale adjointe de l'Organisation des États américains, l'ambassadeur Vanessa Dolce, qui est représentante des questions de genre au ministère des Affaires étrangères du Brésil. Et enfin, mais ce n'est pas le moindre, le cofondateur et directeur exécutif du CREA, directrice, Madame Misra. Nous allons aborder les pratiques régionales et vous parlez des travaux du collectif africain féministe, ce qui peut avoir un impact sur les dialogues régionaux, en particulier au sein de l'Union africaine, mais qui peut également alimenter d'autres dialogues concernant la paix et la sécurité, la médiation et les questions budgétaires. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de modèle unique pour les diplomaties féministes et pourtant, il y a une véritable complémentarité lorsque nous réfléchissons aux approches féministes qui sont un avantage stratégique et permettent d'avoir une influence sur les choix politiques. Nous allons construire aujourd'hui sur ces pratiques et aborder ces diplomaties féministes non pas en tant que signe, mais en tant que approche pratique basée sur la collaboration. Eh bien, le but de cette plénière est d'illustrer les possibilités des diplomaties féministes comme instrument stratégique conduisant les discussions. Nous espérons pouvoir trouver des recommandations pratiques et des bonnes pratiques à l'issue de cette discussion. Vous m'entendez? Non, on ne vous entend pas, madame. Voilà. Alors, pour lancer
la discussion. Madame Finot, l'Albanie est membre du groupe FFP+ à New York. Comment est-ce que cette idée impacte vos actions internationales, nationales et régionales et quels sont les défis principaux auxquels vous êtes confrontés? Bonjour, chers participants, c'est un honneur d'être aujourd'hui avec vous aujourd'hui, tous engagés envers les diplomaties féministes et de voir toutes ces femmes ici dans la salle qui proviennent de tout type de domaine. Nous avons déjà discuté hier de l'ouverture, de l'inclusion, de placer les droits humains au cœur de la diplomatie. Pour l'Albanie, l'égalité de genre n'est pas seulement une priorité nationale, mais une chance pour la politique internationale. C'est un choix stratégique parce que nos sociétés sont plus fortes, plus stables et plus pacifiques lorsque les femmes et les hommes partagent le pouvoir sur un plan d'égalité. Pour nous, il s'agit d'une conviction profonde parce que nous sommes convaincus que les diplomaties féministes ne sont pas un luxe, mais c'est essentiel pour construire des États qui sont plus résilients, prospères et stables. Notre parcours tient compte également des aspects régionaux, mais cette égalité des genres est également un fort ancrage juridique, et par ailleurs, ces diplomaties féministes permettent la stabilité, la souplesse et répondent aux réalités locales. Dans les Balkans, ces politiques sont liées à un aspect plus stratégique, c'est-à-dire l'intégration dans l'Union européenne. L'Union européenne a été fondée sur les valeurs d'égalité, de non-discrimination et donc nous ne distinguons pas ces diplomaties féministes de l'agenda de l'Union européenne. Lorsque nous parlons de participation des femmes sur le plan politique, eh bien, c'est vital. 35% de nos députés sont des femmes. Nous avons le même nombre de femmes et d'hommes ministres au sein du gouvernement albanais. Nous avons une grande représentation diplomatique au sein du MEAE et à des postes d'ambassadeurs. Donc, la politique étrangère est un moteur pour le futur de l'Europe. Et vous avez également parlé des années 2022-2023 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh bien, l'agenda de la paix a été l'une de nos priorités, ainsi qu'au sein du Conseil des droits humains. Nous avons également suivi le processus de Berlin pour coordonner des expériences, pour combattre les violences de genre, pour permettre la participation politique des femmes. Et ajoutons que l'urgence de cette approche a été accélérée par le conflit en Ukraine qui nous rappelle que l'agenda de sécurité de paix des femmes est crucial, est essentiel. Dans les Balkans occidentaux, tout cela est également vital à des fins de réconciliation et je voudrais rendre hommage à la direction éclairée de notre voisin, le Kosovo, qui a des actions en faveur de la justice rendues aux personnes victimes du conflit. Les diplomaties féministes sont en fait une mission qui vise à défendre la dignité et les droits humains partout. Merci. Je pense que ce combat en faveur des droits des femmes est effectivement une mission pour tous. Je vais me tourner vers vous, Madame Mendoza, secrétaire d'État aux Affaires étrangères en Angola. Dans le contexte de votre
direction de la présidence de l'Union africaine. Comment est-ce que l'Angola promeut-il l'égalité de genre et la justice dans ce contexte de l'Union africaine? Et comment se place-t-il par rapport aux actions des autres États membres? Quel rôle, à votre avis, joue la justice de genre en matière de coopération régionale et d'intégration? Bonjour, mesdames et messieurs, et chers invités. Je vais parler en portugais. C'est un grand honneur de partager avec vous cette réflexion si importante sur la diplomatie féministe et sur la question du genre. C'est une thématique qui montre l'engagement de genre. Il s'agit d'un leadership inclusif et humain. Des pays envers l'égalité de genre. Il s'agit de mettre en place un leadership inclusif et l'égalité de genre au sein de nos de promouvoir le rôle de la femme. De droit est important pour promouvoir les diplomaties féministes et il est important de promouvoir les la question diplomatie de la République d'Angola en tant que présidente en exercice de l'Union africaine a un engagement avec la promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes et reconnaît que l'égalité n'est pas uniquement une question de justice sociale, mais également un facteur stratégique de stabilité, développement et coopération. C'est un facteur stratégique de la coopération et du développement. Donc, organisation, la présidence tournante n'a pas un agenda isolé dédié exclusivement à la promotion de l'égalité de genre. Notre agenda n'est pas uniquement dédié aux questions d'égalité de genre. Ce n'est pas une question isolée, mais cela fait partie de l'agenda de l'Union africaine. Et nous, en tant que président de l'Union africaine, nous faisons tout le possible pour que tous les pays de la région y travaillent, car l'Afrique est constituée de femmes et il y a beaucoup de discrimination contre les femmes. Avec cet objectif, Angola veut renforcer au niveau régional la participation de toutes les femmes dans le leadership au niveau des institutions. Notre pays manifeste un soutien total à la promotion des politiques de l'Union africaine en rapport avec l'équilibre de genre, surtout dans les secteurs comme le leadership et les questions de paix. Depuis 2 ans, Angola a approuvé une résolution, pour la première fois, une résolution des Nations Unies sur l'inclusion des femmes dans les forces de maintenance de la paix et nous sommes bien représentés à ce niveau. C'est très important pour nous car les femmes en Afrique, je parle de l'Afrique car je ne connais pas les autres réalités, dans les questions de paix et sécurité, les femmes étaient vues uniquement comme objets sexuels. C'est quelqu'un qui est là pour faire la cuisine et pour servir. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Nous avons beaucoup de femmes dans les postes importants et
qui participe aux négociations de paix et de sécurité en Angola. Dans l'exercice de sa présidence, Angola promeut le respect des règles de l'Union africaine, d'une gestion inclusive et participative qui se reflète dans la composition des organes de décision et garantit le respect de la parité. Grâce à une diplomatie de coopération de solidarité africaine, nous soutenons la mise en œuvre de stratégies de genre et d'égalité de l'Union africaine et nous encourageons les États membres à adopter des politiques qui puissent garantir la représentation équitable d'hommes et femmes dans toutes les sphères pour créer un développement inclusif et durable dans tout le continent. En termes d'actions concrètes, nous soulignons que notre pays soutient et se bénéficie de programmes comme le Spotlight Initiative en partenariat avec les Nations Unies et l'Union européenne, dont l'objectif est d'éliminer la violence contre les femmes et filles et renforcer les capacités institutionnelles des États membres de l'Union africaine. Nous avons fait des grands progrès internement. Notre pays, en termes d'égalité de genre, a beaucoup progressé. La vice-présidente d'Angola est une femme. La présidente de l'Assemblée nationale est une femme. 50% de membres du Parlement sont des femmes. Nous avons également 50% de femmes dans le parti que je représente. La présidente du tribunal constitutionnel est une femme. Juste pour vous donner une idée, et la présidente aussi du parti de l'opposition est une femme. 47% de femmes sont dans la diplomatie, 47% des diplomates sont des femmes. Et au niveau multilatéral, dans nos ambassades, nous sommes représentés par des femmes. Donc, nous faisons un travail de fond. Nous pensons être sur la bonne voie, mais il faut encore travailler davantage. Je suis la première femme en tant que secrétaire d'État pour des questions politiques. Nous avions des secrétaires pour la coopération, secrétaires femmes. Mais moi, depuis 23 ans, et depuis mes 23 ans, je travaille en tant que diplomate et je suis secrétaire d'État pour les rapports, pour les relations internationales. Et donc, nous sommes sur la bonne voie. La coopération régionale peut jouer un rôle central dans ce processus, puisqu'elle permet que les pays africains partagent des expériences, puissent harmoniser des politiques publiques et puissent consolider une vision commune sur l'égalité de genre en tant que base de la paix et du progrès. La République d'Angola a la conscience que l'absence de politique de l'égalité de genre, principalement en Afrique, un continent avec de nombreux défis et de développement, est le continent qui souffre le plus des crises du monde, la pauvreté extrême, l'insécurité alimentaire, la déstructuration du noyau familial, la dégradation environnementale et la marginalisation de secteurs vulnérables de la société. Et dans tous ces contextes, les femmes, particulièrement les jeunes filles, sont celles qui souffrent le plus. L'égalité de genre renforce le tissu social, approfondit l'intégration économique et politique et consolide la paix. En mettant les femmes dans le centre des politiques publiques et diplomatiques, Angola réaffirme sa détermination pour la promotion d'une Afrique plus unie, coopérante, sûre et prospère, où la diplomatie féministe peut se traduire en actions concrètes et transformatrices. Merci beaucoup. Thank you so much for Un grand merci
Merci de nous avoir fait part de la perspective de l'Afrique, en particulier dans le cadre des travaux de l'Union africaine. L'égalité de genre est l'un des principes fondamentaux de son acte constitutif. Alors, dans un contexte régional, M. Nasser Ahmed Kamal, comment est-ce que l'Union pour la Méditerranée développe-t-elle le dialogue régional sur les droits des femmes et travaille, œuvre afin de les renforcer, en particulier en tant que moyen d'assurer la paix et la stabilité dans la région? Tout d'abord, je souhaiterais vous remercier, Madame et le pays hôte, de m'avoir invité à participer à cette conférence extrêmement importante. Et après avoir signé il y a 7 ans une déclaration m'engageant à ce qu'il y ait toujours des femmes dans les panels, je suis heureux d'être le seul homme présent à ce panel, puisque j'avais décidé de ne participer à aucun panel où les femmes ne soient pas représentées de manière équitable. Alors, nous sommes, pour ceux qui ne le savent pas, une organisation régionale intergouvernementale qui comporte 43 États membres des rives nord et sud et orientales de la Méditerranée. Nous représentons un groupe de pays qui appartient à différentes zones géographiques, mais également qui ont différents niveaux de développement économique et social. Ceci étant dit, ces 43 États membres sont convenus au sein de l'Union pour la Méditerranée d'adhérer, de faire partie d'une structure qui dispose d'un cadre régional de dialogue, mais également d'action dans le domaine de l'égalité de genre. Tout a commencé en 2017 lorsque le ministre responsable des questions de genre a adopté une déclaration extrêmement novatrice qui a été renforcée en 2022 à Madrid lors de la 2e conférence ministérielle. Il ne s'agit pas uniquement d'une déclaration, en fait, une déclaration d'intention. Ça ne se limitait pas à cela. Nos États membres ont signé un cadre de coopération très bien défini, un engagement de travailler individuellement et collectivement sur 4 piliers principaux. Tout d'abord, l'autonomisation économique des femmes et leur participation dans tous les secteurs de l'économie. Garantir la participation égale des femmes dans les affaires politiques et une autonomisation politique. Combattre les violences de genre et dans une région où il y a de nombreuses crises, malheureusement, soutenir la résilience des femmes. Atteindre ces objectifs, eh bien, ce n'est pas seulement lié à créer une plateforme intellectuelle où des universitaires, des partenaires se rassemblent pour coordonner des idées et des actions, mais cela va plus loin. Il s'agissait également de créer un mécanisme de reporting et de surveillance transverse et j'appellerais même cela une revue entre pairs. Et c'est important parce que nous parlons ici de pays qui ont différents niveaux de développement économique. Et donc, les politiques de genre ont également des stades différents. Mais sur le plan politique, en fait, tous les membres adhéraient au mécanisme et y participaient activement. Nous avons mis sur pied donc ce mécanisme de reporting ou de revue entre pairs, si vous voulez, et nous l'avons construit sur une méthode basée sur des données fiables, une méthode empirique, si vous voulez. Cela visait à
à soutenir des efforts de nos États membres et à s'assurer qu'ils collectaient les données appropriées avant de les présenter. Ceci étant fait, une fois que nous recueillons leur retour, eh bien, il y a environ 2 ans, nous avons publié le premier rapport sur les progrès de nos États membres en matière d'égalité de genre et nous sommes sur le point de préparer le 2e rapport. Ces rapports ne se contentent pas de mesurer le progrès ou son absence d'ailleurs, mais permettent également de consolider la collecte de données régionales dans le domaine et mettent en valeur ce que nous avons pu réussir ou ne pas réussir d'ailleurs en matière de participation des femmes à la société sur les plans politiques, économiques, etc. Nous présentons également nos recommandations politiques et nous aidons les dirigeants politiques à identifier les lacunes, les manques et à leur permettre de combler ces lacunes et de progresser. Ce système de suivi, de surveillance, je pense, c'est une expérimentation très fructueuse en raison du développement économique et social différent des pays de notre région. Mais à part cela, nous avons lancé un dialogue et une coopération technique. Et ici, malheureusement, je n'ai pas le temps de m'étendre sur cela trop longtemps. Je vais me contenter de citer quelques exemples. Nous avons créé un agenda régional sur les femmes chefs d'entreprise dans notre région. C'est très important pour notre région. Nous aidons également les femmes à avoir accès à de nouveaux financements pour leurs activités. Nous allons lancer un mécanisme l'année prochaine. Nous avons également une action en matière de changement climatique et de financement du changement climatique lié aux femmes. Nous avons également un réseau Femmes, Paix, Sécurité, Climat et un mécanisme de résilience aux défis liés au climat dans la région. L'année dernière, nous avons créé un réseau de femmes journalistes pour les former et les aider à parler de questions de genre visant à éduquer le public. Et parce que les questions de genre ne portent pas uniquement sur les droits des femmes ou des questions éthiques. Il s'agit vraiment de constater tous les progrès réalisés dans les domaines politiques, économiques, sociaux, etc. Vous pourriez vous demander quel est le lien entre cela et la paix et la sécurité. Nous savons tous, nous avons entendu la représentante d'ONU Femmes hier qui nous disait que si les femmes étaient totalement intégrées sur le marché du travail, le PIB de nos pays augmenterait d'un énorme pourcentage. Dans notre région, il augmenterait de 46%, ce qui est énorme. Et ça serait un élément de stabilisation des sociétés. Et cela permettrait de faire baisser la pression migratoire. Et cela permettrait d'éviter des tensions politiques et sociales au sein de nos sociétés. Nous savons tous, cela a été dit depuis hier, que quand les femmes sont impliquées dans la résolution des conflits, eh bien, il y a une plus grande chance de parvenir à des résultats, probablement 35% plus de chances d'avoir une paix qui durerait environ 15 ans si les femmes sont impliquées dans les processus de paix. Et je voudrais ajouter à cela la chose suivante. Plus nos sociétés sont égales, plus nous pourrons assurer la cohésion sociale, l'égalité, la prospérité économique et la paix au sein de nos sociétés. Je vous remercie. Merci de nous avoir rappelé la raison pour laquelle nous sommes ici, pourquoi l'égalité de genre doit rester une priorité. Et merci d'avoir partagé avec nous certaines de vos bonnes pratiques de revue de pairs et de partage de connaissances entre pairs. Maintenant, nous allons passer à un autre contexte régional et je vais demander
à Madame Laura Gill d'intervenir. Dans les Amériques, il y a souvent des contrastes, des dynamiques qui s'opposent en matière de questions de genre. D'après vos travaux perspectives, quels sont les défis principaux qui sont liés aux droits des femmes lorsque les démocraties sont menacées, lorsque l'on voit les mouvements anti-droits s'amplifier dans la région, et que faites-vous au sein de votre organisation pour faire progresser les droits des femmes et les droits humains fondamentaux dans la région en général? Alors, je remercie le gouvernement français de nous avoir convoqués ici à la 4e conférence sur la diplomatie féministe. À l'EEA, nous apportons toute une expérience faite d'institutions, d'enseignement que nous mettons aujourd'hui au service de toutes les régions, soutenues par une expérience, soutenues par un système qui a su traduire les revendications des femmes en normes et puis en résultats vérifiables. Alors, en tant que femme, en tant que féministe, en tant qu'ancienne vice-ministre des Affaires étrangères qui a commencé la première politique extérieure féministe de la Colombie, en tant que la première secrétaire générale adjointe de l'OEA Femmes. Et je dois vous dire, l'OEA est l'organisation régionale qui réunit 34 pays des Amériques et des Caraïbes. Et à ma connaissance, l'OEA est la seule organisation internationale, intergouvernementale, qui choisit son deuxième poste à bord par élection de son Assemblée générale. Et c'est pour cela, peut-être, que ça a pris tellement de temps, 70 ans, pour choisir une femme. Et je suis la première. Alors, en tant que tout cela, je me demandais... Alors, merci. En tant que tout cela, je me demandais de quoi parler à Paris. Et j'en suis venue à une seule certitude, qu'il faut parler du besoin de fortifier l'alliance entre l'EEA et l'Europe pour les droits des femmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et permettez-moi de raconter une histoire qui est beaucoup moins connue qu'elle ne le mérite en Europe. En 1928, à la 6e conférence panaméricaine à La Havane, les femmes de mon continent sont arrivées avec une proposition, un traité rédigé pour l'égalité. Et vous savez, en ce moment-là, on n'a pas permis à ces femmes de le présenter, de parler même à la conférence. Alors les hommes ont proposé alors, en contrepartie, de créer une commission, la Commission interaméricaine des femmes. Cette commission est la première organisation intergouvernementale pour les droits des femmes au monde. Alors, nous, les femmes de mon continent, de ma région, nous avons été pionnières. Et cette commission, ce qu'elle a commencé à faire, c'était, vous savez, dans ma région, les femmes qui mariaient un étranger perdaient la nationalité. Et cette commission a décidé de proposer une solution juridique à ce problème qui a abouti en 1933 avec la Convention de Montevideo sur la nationalité des femmes. Alors, en 5 ans, ils ont donné des résultats. Et après, on a eu la Convention des droits politiques des femmes, la Convention des droits civils des femmes, et finalement, en 1994, la Convention de Belém do Pará, qui est la Convention des violences contre les femmes, qui a été le précurseur fondamental de la Convention d'Istanbul ici en Europe. Alors,
C'est cette voie vers l'égalité construite par les femmes depuis près de 100 ans que j'apporte aujourd'hui. Je parle ici à partir de cette expérience. Et nous disposons aujourd'hui d'une architecture régionale qui sert de point d'appui à nos alliances avec toutes les régions. La Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui a une assemblée des délégués qui sont les autres représentants ou représentantes des pays en matière des droits de genre, la Commission interaméricaine des droits humains et la Cour interaméricaine des droits humains. Tout ça nous donne un système complet qui permet de transformer les engagements en politique et les politiques en résultats. Et lorsqu'on nous demande de quoi on dispose à l'organisation, en effet, on a beaucoup d'outils concrets. On a des cadres normatifs, on fait des lois types pour les pays que les pays peuvent accommoder selon leurs besoins. On a des suivis, on a des rapports, on a de la coopération technique, on a l'assistance. En effet, tout ça avec des méthodologies basées en données, indicateurs et des voies d'application. Ce qui nous intéresse, c'est le passage de la norme à la politique et de la politique au budget. Et c'est ça ce qui donne sens à nos accords multilatéraux. Alors, je vais parler de 2 lois types et un avis consultatif, tout vite, je vois. On a 2 lois types qui ont eu pas mal de succès à la région. La première, c'est la loi de la parité, qui propose un accès égal, effectif, à tous les niveaux, de tous les pouvoirs d'État, exécutifs, législatifs, judiciaires, aussi au niveau infranational, services diplomatiques, enfin. Cette loi a été utilisée par un tiers de nos États membres. Et je dois dire quand même qu'on a fait du progrès. La région d'Amérique latine, c'est celle qui, en moyenne, compte la plus forte participation des femmes au sein du Parlement. Ça, c'est 35,8. Et le deuxième instrument juridique duquel je voulais vous parler, c'est notre loi modèle interaméricaine sur les soins. Pendant des décennies, les soins, piliers des familles et des économies entières, ont incombé de manière disproportionnée aux femmes et ont été confinés à la sphère privée, sans reconnaissance de leurs valeurs et de leurs contributions, et sans qu'à la fin d'une vie de sacrifice pour prendre soin des autres, les aidantes ne reçoivent même une pension permettant de vivre leur vieillesse. Alors, les soins, c'est notre travail le plus important maintenant dans notre région. Et à cet avis, à cet égard, on a eu un avis consultatif de la Cour interaméricaine des droits humains, et cet avis reconnaît comme un droit autonome. Un droit autonome. Le droit de prendre soin des autres, d'être pris en charge et de prendre soin de soi-même. Il établit les obligations des États en matière de disponibilité, accessibilité et qualité. Et il affirme la responsabilité sociale partagée entre les États, les familles, le secteur privé, la communauté et surtout les hommes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, ou qu'est-ce qu'on est en train de faire avec les soins dans ma région? Tout comme on l'a fait avec Belén do Pará. On a enlevé la violence contre les femmes de l'esphère privée, on l'a amené à l'esphère publique. Et maintenant, on a des organismes spécialisés, des tribunaux, des parquets compétents. On est en train de faire la même chose avec le travail des soins. Il s'agit désormais de faire de même.
créer des systèmes nationaux intégrés, dotés d'un budget, de données et d'indicateurs, de services universels pour la petite enfance, les personnes avec handicap, dépendantes, âgées, des congés, du temps pour prodiguer des soins, ainsi que des infrastructures pour les soins. Et la reconnaissance des soins comme un droit humain est vraiment une avancée majeure pour les Amériques. Et à fur et à mesure que les pays intégreront dans leur système juridique les soins, nous pourrons garantir toute une vie d'autonomie, élargir la participation économique et surtout renforcer nos démocraties. C'est une question de démocratie à la fin. Alors, pour revenir à votre question, nous connaissons les défis. C'est clair que dans la région, il existe une désinformation organisée, une diversité des violences, y compris violences politiques contre les femmes, des tentatives de captation institutionnelle, des régressions normatives et d'énormes débats sur les droits sexuels et reproductifs. Ça, c'est clair. C'est aussi clair que plusieurs États sont en train de mettre en cause les acquis des dernières décennies et qu'évidemment, ces débats politiques au niveau de la politique interne sont transmis aux espaces multilatéraux. Ça, c'est aussi clair. Mais pour l'instant, l'acquis interaméricain n'a pas été modifié. Il n'y a pas un nouvel mandat qui modifie ce qu'on a gagné les femmes au niveau interaméricain. Et ce que nous avons gagné, c'est très, très important. Et cet acquis, c'est ma responsabilité comme secrétaire général adjoint de l'OEA de le protéger, de le défendre. Et je pense le faire à côté de vous, à côté de la France, à côté de l'Europe, à côté de tous ceux et celles qui croient que l'union fait la force. Merci. Thanks very much for that comprehensive overview. Merci infiniment de cette présentation très complète de ce qui se passe dans votre région. Je me tourne maintenant vers Madame Vanessa Dolce, ambassadrice et au Brésil lors de sa présidence du G20 2020. Nous avons eu un agenda tourné vers les questions de genre et je voulais savoir quelles sont vos priorités diplomatiques pour faire progresser la justice de genre. Je voudrais d'abord remercier la France pour l'invitation, pour l'organisation de la conférence. It's a pleasure and honor to be here today with you. C'est un plaisir, un grand honneur que d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de la perspective ou de l'approche brésilienne et je vais le faire en portugais dans ma langue maternelle. Vous aurez eu donc le plaisir d'entendre au sein du même panel deux accents portugais différents. Alors, Angola et le sud du Brésil. J'aimerais dire que le Brésil n'a pas une politique étrangère féministe, mais depuis 2023, la première année du mandat actuel de président Lula et la directive de la transversalisation des politiques de genre et de race. Et je vais essayer de résumer cela et comment cela se traduit dans les politiques publiques, les mesures qui ont été adoptées pour la promotion de la diversité et de l'inclusion et quelques exemples sur les priorités de politique étrangère, le G20 et aussi pendant la COP30. Il est important que je partage cette idée avec vous. Le premier point,
qui est très chère à la position brésilienne et qui est centrale pour nous. Le Brésil l'approche brésilienne, elle vient d'une perspective inclusive et intersectionnelle. Cela signifie que transversaliser pour nous doit considérer les dimensions ethniques et raciales, la promotion de la diversité. Au Brésil, nous comprenons le genre et la race comme des dimensions qui sont inséparables et interconnectées. Presque 30% de la population brésilienne, un contingent de 60 millions de personnes, sont des femmes noires. Et ce contingent est celui qui souffre le plus des impacts des inégalités en fonction de notre historique et notre héritage d'esclavage et de colonialisme. Le président Lula, en 2023, pendant l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé l'adoption par le Brésil d'un nouvel objectif de développement durable, l'ODD 18, de promotion de l'égalité raciale. Pour le Brésil, la promotion de l'égalité de genre, l'ODD numéro 5, va de pair avec l'ODD 18. Comment cela se traduit internement? Depuis 2014, nous avons une loi de quotas qui a été renouvelée l'année dernière. Il n'y a pas eu de backlash au Brésil, au Congrès, qui est dominé par des forces conservatrices. Aujourd'hui, 35% des places pour avoir accès aux services publics brésiliens sont dédiées aux personnes noires, quilombolas et autochtones, et 5% pour les personnes handicapées. Nous avons adopté l'année dernière un plan d'action affirmative dans le ministère des Affaires étrangères avec 34 actions, dont 24 tournées vers les femmes. Il est essentiel de souligner la mesure affirmative concernant les femmes dans les carrières diplomatiques. Il n'y avait que 23% de femmes diplomates et grâce à cette action affirmative de genre, augmenter le taux à 35% et 40% même cette année. En ce qui concerne la transversalisation de genre dans la politique étrangère, j'aimerais vous dire 2 mots sur l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté et ensuite avoir un regard vers la COP. Le produit de la présidence brésilienne du G20 a été l'Alliance globale que vous connaissez certainement, qui a 200 membres, plus de 100 pays, et le Brésil a présenté des grands programmes sociaux qui ont tous une composante de genre. Tous ici connaissent la féminisation de la pauvreté. Nos grands programmes sociaux qui luttent contre la faim et la pauvreté ont cette composante dans les politiques publiques. Et donc, ça fait partie de l'ensemble des politiques publiques de l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté. Concernant la COP, nous défendons que l'égalité de genre est un prérequis pour une action climatique efficace. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire pourquoi les femmes et les filles sont celles qui souffrent le plus les impacts des changements climatiques. Ce n'est pas nécessaire, mais je dois dire que les femmes et les filles ne sont pas impactées de la même façon. Certaines sont plus impactées que d'autres. Cela dépend de la région, de l'orientation de genre, l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, si ces femmes sont handicapées ou pas, la classe sociale. Donc tous ces facteurs d'intersectionnalité doivent faire partie de ce débat climatique à Belém, qui puisse répondre aux besoins de parler de justice climatique.
Nous avons la possibilité à Belém d'approuver un nouveau plan d'action de genre. Nous parlons des 30 ans de Pékin, des 25 années de la résolution 1325, mais nous ne parlons pas de genre dans la question climatique. Donc, nous avons parlé de la moindre représentation des femmes dans les discussions climatiques. En 2014, nous avons eu un mandat à partir du travail de Lima. L'année dernière, à Bakou, nous avons renouvelé ce mandat et maintenant, nous devons approuver un plan d'action concret. Nous avons cette fenêtre de possibilités historiques à Belém dans 5 semaines. Quelles sont les priorités du Brésil que nous avons partagé avec 60 délégations la semaine dernière quand nous avons organisé la pré-COP. C'était une réunion de négociateurs, ce n'était pas une réunion formelle, c'était un échange de points de vue, mais nous avons parlé du besoin de parler d'inclusion et de participation des femmes afrodescendantes. Le besoin de défendre les femmes qui défendent l'environnement, l'inclusion des femmes dans les secteurs des sciences, des mathématiques, de l'ingénierie et les moyens de mise en œuvre pour que le texte puisse être transformé dans la vie réelle. Donc, j'espère avoir ce consensus parmi les 190 pays pour approuver ce texte. Merci beaucoup. Merci infiniment de nous avoir dit comment vous concevez l'intersectionnalité dans le contexte brésilien et comment vous l'opérationnalisez. Et en fait, une réalité concrète dans l'ensemble des secteurs. Je me tourne maintenant vers notre dernier orateur qui sera Gejani Misra, cofondatrice et directrice exécutive de CREA. Et la question est, pourquoi est-il important pour les États d'adopter les principes sous-jacents de FFP dans leur cadre diplomatique et comment est-ce que la société civile travaille aux côtés du gouvernement pour promouvoir tout cela dans les régions? Merci, c'est parfois relativement agréable de prendre la parole en dernier, parce que en dernier, mais non des moindres, bien évidemment. Merci de m'avoir invité à ce panel. Et je pense dire qu'effectivement, tout le monde sera d'accord que l'égalité de genre, c'est le socle, le fondement d'une société juste. L'égalité de genre, les droits des femmes, ce ne sont pas uniquement des questions nationales, c'est toute la stabilité, la coopération mondiale qui sont en jeu. Et elles constituent les pierres angulaires de toute politique ou diplomatie féministe. Même si l'application de ces idées est un petit peu inégale, pourtant, si on continue sans relâche, eh bien, cela peut constituer le socle d'une politique, d'une diplomatie féministe. De quoi avons-nous besoin? D'un engagement sans relâche pour faire progresser cette vision en partenariat avec les gouvernements, la société civile, notamment les leaders sur le terrain, pour que nous ayons à terme un monde plus juste, plus équitable et basé sur les droits. En tant que représentante de la société civile, je peux vous parler du point de vue de mon organisation et d'autres, évidemment, pour dire que cette approche collaborative nous permet, et c'est là toute sa beauté, de collaborer avec les gouvernements et d'utiliser les connaissances, les contributions des uns et des autres pour faire progresser notre agenda. Nous participons à des forums multilatéraux. Nous
sommes membres du Gender Equality Forum, du forum où nous sommes aux côtés du Canada et de la France. Nous avons participé à plusieurs manifestations organisées par les Pays-Bas. Nous travaillons à la mise en œuvre de la Convention des personnes avec des handicaps pour faire progresser l'inclusion. Et comment est-ce que la diplomatie féministe intervient dans ce domaine? Eh bien, c'est une question que la société civile doit continuer à creuser. On ne peut laisser personne sur le bas-côté. L'exclusion, c'est une question sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse. Nous travaillons avec le Conseil pour les femmes. Nous travaillons à des examens faits par les pairs de la déclaration de Pékin. Et en tant que membre de la société civile, bien évidemment, notre rôle, c'est de reprendre ces principes, ces idées au niveau national, d'en parler à nos représentants, à nos dirigeants pour leur faire comprendre de quoi ils retournent. Beaucoup prennent peur dès qu'on prononce le mot féministe. Et nous sommes là pour leur expliquer quel est le sens du féminisme et que ça signifie simplement plus d'égalité de genre. Je vais vous donner rapidement un exemple. J'ai travaillé avec des personnes au gouvernement qui voulaient faire progresser l'égalité de genre par la promulgation de lois visant à protéger les femmes. Et je parlais avec ces personnes pour dire que protéger les femmes, ça ne veut pas dire me garder enfermée à la maison, ne pas me permettre de venir à ce panel. Donc, il ne faudrait pas simplement parler de protection des femmes, mais protéger les droits des femmes et de tout un chacun. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est très important parce qu'attention, notre langage est repris par les acteurs anti-droit et anti-genre. Il faut se saisir de toutes les occasions qui se présentent à nous dans notre région. En mars prochain, il y aura des élections au Népal. Il y aura une grande réunion au Népal en décembre et il faudra introduire ces idées dans ces espaces où le public sera présent et où les sociétés civiles pourront faire progresser ces causes et s'exprimer. L'Asie du Sud n'a pas de mécanisme comme l'Afrique ou l'Amérique latine. Nous n'avons pas d'organisation, mais nous avons des opportunités qui s'offrent à nous d'apprendre des autres régions. Nous savons que l'ASEAN a adopté le plan 2022-2030, l'agenda pour les femmes, paix et sécurité, qui reprend des principes de diplomatie féministe. Nous avons entendu la représentante du Sri Lanka s'exprimer et nous savons qu'il existe dans son pays déjà des éléments de diplomatie féministe. Donc, tout n'est pas perdu pour le Sud global. Et il y a, en matière de FFP, les exemples du Mexique, du Libéria, qui ont adopté beaucoup de choses. Nous sommes présents au niveau national dans les forums et c'est là qu'il faut dire à nos représentants gouvernementaux, mais regardez ce qui se fait dans tel ou tel pays. Donc, si on prend l'engagement de faire progresser des principes, des idées, on peut faire beaucoup, mais il faut faire ce travail. Ça veut dire qu'il faut pouvoir se déplacer d'un forum comme celui-ci, où il y a des représentants des gouvernements, à un autre forum où il y a des responsables du terrain. Il faut aller pour partout et s'exprimer partout. Développer et soutenir une diplomatie féministe à long terme, c'est un travail long, ardu, et il faut se préparer à ce travail de longue haleine. Alors, et je fais partie de toutes ces organisations de la société civile qui s'engagent en la matière. Merci.
Merci infiniment à vous. Les organisations de la société civile, vous nous le faites bien comprendre, sont au cœur de ce projet. Alors, nous manquons un petit peu de temps. Je vais rapidement conclure pour tirer quelques enseignements de tout ce que j'ai pu entendre ce matin. Tout d'abord, au niveau des États, des régions, etc., il y a encore des lacunes en matière d'égalité de genre, de justice de genre. Mais il y a aussi des opportunités, des occasions pour échanger sur les pratiques, sur les progrès en matière d'égalité de genre et de justice de genre. Par la coopération, par la collaboration, nous pouvons créer de nouvelles plateformes pour l'apprentissage par les pairs, entre pairs et l'enrichissement mutuel. Il y a les bonnes pratiques. On a beaucoup parlé de politiques basées sur les preuves, mais il faut maintenant aller plus loin. La connaissance, les données proviennent de sources différentes et non pas uniquement sur le plan quantitatif, mais pour échanger sur les expériences, les histoires. Et moi, j'ai compris dans ce panel que justement faire cela, c'est ce qui convainc le plus les gens à quel point c'est important tout cela. Alors, nous avons beaucoup parlé tout au long de cette conférence du tiers des soins. C'est au cœur de la justice de genre et il faut s'inspirer à cet égard des expériences en Amérique latine. Et enfin, l'intersectionnalité, ce n'est pas juste un mot de jargon, un mot à la mode, mais il faut en tenir compte dans nos différents contextes régionaux, locaux et le vivre au quotidien. Il ne s'agit pas uniquement de gens avec des identités différentes, mais il faut remettre en question les systèmes de pouvoir qui sont le socle de la poursuite de cette oppression que nous devons déverrouiller. Merci infiniment à tous les panélistes d'avoir partagé avec nous vos expériences et votre vision. Bravo et merci. Thank you very much to all the panelists. We'll maybe take a group photo, but we're going to go into a coffee break for about 20 minutes, and then we'll go down to the concurrent sessions. Thank you. Alors, pause café pendant 20 minutes, et ensuite nous nous scindrons en session. Oh yeah, I'm going to give you my card. Can I? Oh. Wanda Zoltan.